Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde, en direct avec nos partenaires de Ouest France, de Nice Matin, de France Antilles, de La Montagne et de 20 minutes. Vous retrouvez cette émission également en direct sur les sites internet de nos partenaires coproducteurs. Aujourd'hui, mon invité, c'est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense, des Forces armées du Sénat. Bonjour Christian Cambon et merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Vous êtes également, bien sûr, sénateur du Val-de-Marne et membre du parti Les Républicains. On va revenir évidemment également sur l'état des Républicains dans le paysage politique en fin d'émission. Grève historique au Quai d'Orsay, c'est la deuxième, je crois, qui a eu lieu dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était auditionné hier à 17h à propos des incidents au Stade de France par le Sénat, et puis la guerre en Ukraine. Vous êtes également, je le rappelle d'ailleurs, également en charge du contrôle des services secrets français et des renseignements. Donc c'est une commission très importante du Sénat. On va aborder bien sûr tous ces thèmes dans cette émission. Cette grève au Quai d'Orsay, donc c'est, je le rappelle pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, un décret qui a été publié entre les deux tours de l'élection présidentielle qui tente à supprimer en fait deux corps diplomatiques importants du Quai d'Orsay. Le corps diplomatique, je le rappelle en deux chiffres, c'est 1800 diplomates du Quai et c'est 13 500 agents, donc elle concerne beaucoup de monde. Vous avez pris position, vous, pour la grève, ce qui est un peu inédit pour un président d'une commission parlementaire, et vous êtes absolument contre cette réforme du Quai d'Orsay. Je suis absolument contre cette réforme qui est une grave erreur et j'ose espérer que le président de la République qui, en inaugurant ce second mandat, a dit qu'il souhaitait un mandat à l'écoute, écoutera cet après-midi cette manifestation des diplomates. Inédite. Tout à fait inédite. Je crois que c'est la seconde fois depuis 1958, ce qui est quand même un événement. Et je la soutiens parce qu'elle est à la fois stupide et une grave erreur sur la forme et sur le fond. Sur la forme parce que c'est un décret qui a été signé entre les deux tours de l'élection présidentielle, ce qui ne signe jamais de très bons textes d'une manière générale. Et sur le fond ? Et non, et sur la forme, le Parlement n'a même pas été mis au courant. Nous n'avons été saisis d'aucun débat. Alors je sais qu'il relève, l'organisation de l'administration relève du pouvoir réglementaire, mais il me semble que c'est une décision tellement importante que la moindre des choses eût été d'en aviser le Parlement pour qu'on puisse en discuter. Et sur le fond, on va en parler aussi dans cette émission. Sur le fond, bien sûr. Et donc c'est sur la forme, c'est pour ça que la Commission des Affaires étrangères s'est saisie de ce sujet. J'ai confié à deux de mes collègues la tâche de rédiger un rapport. Nous sommes actuellement en train de faire des auditions qui sont vraiment, qui vont toutes dans le même sens. Et donc le Sénat donnera un avis officiel sur ce sujet. Christian, comment est-ce qu'il n'y a pas une forme de modernité que vous rejetez ? Parlons des États-Unis d'Amérique. Un ambassadeur des États-Unis dans les grandes capitales du monde peut être banquier dans le privé, venir dans le public, enfin au service du gouvernement, comme on dit aux États-Unis, d'administration, et repartir dans le privé. Est-ce que ça ne crée pas au fond une fluidité, un professionnalisme intéressant dans la carrière d'abord du diplomate et surtout dans la représentation de son pays ? Alors il faudrait déjà dire un mot sur la manière dont les diplomates américains exercent leurs fonctions. Moi j'ai l'occasion... Non, j'ai l'occasion de rencontrer des ambassadeurs des États-Unis à Paris. On voit bien que ceux qui portent le message et les dossiers, ce sont les collaborateurs. C'est souvent le ministre conseiller, l'ambassadeur. Vous voulez dire qu'il prend du temps à connaître les dossiers quand il arrive ? C'est-à-dire que l'ambassadeur américain vient effectivement est nommé à la suite d'une élection présidentielle généralement et disons c'est quelqu'un qui est proche du président élu, qui parfois même... Vous ne voulez pas ça pour la France ? Du tout. Du tout, parce que je crois que justement ce qui caractérise le corps diplomatique français, c'est un statut qui lui permet d'abord de rester une totale objectivité et deuxièmement d'avoir des compétences. C'est un vrai métier d'être diplomate. C'est un vrai métier. C'est pas simplement aller prendre le thé avec des petits fours. C'est au contraire une capacité de négociation, par exemple. Moi, j'ai rencontré de très nombreux exemples. Ceux qui rédigent les résolutions des Nations au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un vrai travail. Alors on va y revenir avec Carmel Le Goff sur cette crise au Quai d'Orsay tout à l'heure. Je reçois aujourd'hui en Face au territoire Christian Cambon, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Il est notre invité dans un instant. François-Xavier Lefranc de Ouest France sur ce plateau.
François-Xavier Lefranc, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, qui est le plus grand quotidien francophone du monde d'ailleurs. Et on va parler avec vous de la politique de défense de la France, avec Christian Cambon. Bonjour Monsieur Cambon. Effectivement, la guerre en Ukraine nous rappelle, si on était tenté d'oublier, que les questions de défense, c'est important. Alors, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, la première loi de programmation militaire sur laquelle vous avez eu à plancher, elle engageait finalement de fortes progression du budget de la défense. C'était un choix d'Emmanuel Macron. Mais on se dit, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qu'on a fait avant ? Est-ce qu'on a été naïf ? Est-ce qu'on a été inconscient ? Est-ce qu'on a oublié que c'était une affaire sérieuse ? Ou est-ce que l'état du monde pouvait nous endormir un petit peu au point d'oublier que l'augmentation des budgets de défense était peut-être nécessaire ? Avant, c'était ce que l'on appelle couramment l'état de paix, puisque nous sommes passés en l'espace de quelques mois à l'état de guerre, en tous les cas, dans la situation du monde. L'état de paix, quelles conséquences cela a eu ? Moi, j'ai participé à la précédente loi de programmation militaire, où effectivement, le raisonnement des dirigeants, de droite et de gauche, de toute sensibilité, consistait à dire, puisque ça fait plus de 70 ans qu'on ne connaît pas la guerre, on ne va pas dépenser des milliards pour entasser, par exemple, des munitions qui sont obligées d'être changées au bout de 5 à 10 ans. Et donc, on va constituer un stock raisonnable, mais l'effet concret, ça a été de procéder à ce qu'un ancien chef d'état-major des armées a appelé l'éreintement de nos forces armées. C'est-à-dire qu'on était arrivé à une situation où, par exemple, près de 50% de nos hélicoptères ne pouvaient pas décoller, faute de pièces de rechange, faute de formation, faute de pilotes disponibles. À la russe ? Je laisse cette affirmation, mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'assez semblable. Et il nous manquait du matériel, il nous manquait du temps de formation, il nous manquait nos hommes. On est passé on avait 1000 chars, on en a 250. Enfin, tout a été divisé par 2, par 3 ou par 4, parce qu'encore une fois, on était dans un état de paix. Et donc, notre vigilance a été affaiblie et on en paye maintenant le prix. En tous les cas, on s'aperçoit des manques qui sont très graves et qu'il convient de corriger. L'effort de la France, il est réel, puisque entre 2019 et 2025, on va dépenser 295 milliards Absolument. Pour notre défense. Et à titre de comparaison, entre 2014 et 2018, ça représente une augmentation de 23% des dépenses. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ? Alors déjà, c'est un véritable effort et le Sénat, qui n'est pas identifié comme appartenant à la majorité présidentielle, a néanmoins soutenu constamment cet effort que le président de la République a lancé et qui a été mis en œuvre, j'allais dire, avec beaucoup de régularité. C'est-à-dire que chaque année, nous avons eu 1,7 milliard de dépenses supplémentaires possibles, ce qui doit nous conduire fin 2025 à 50 milliards par an. La Cour des comptes a souligné d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça, c'est un effort absolument unique. Il concerne non seulement les matériels, mais aussi ce qu'on appelle la MCO, la mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire l'entraînement des forces. Il concerne aussi la situation des hommes et leur sécurisation. Moi, j'ai été très attentif à ce que nos missions, notamment au Sahel, permettent à ces femmes et à ces hommes d'être en sécurité. Vous vous êtes rendu d'ailleurs. Je m'y suis rendu à 3 reprises, oui. Et donc, j'ai pu voir que, et on le voit du reste actuellement, le lancement d'un nouveau sous-marin, le Suffren, de la classe des Barracuda, qui est un des meilleurs sous-marins au monde. On voit apparaître les nouveaux Airbus militarisés qui permettent des transports de troupes, du transport hospitalier ou du transport de carburant. On voit dans l'armée de terre l'arrivée des premiers engins légers blindés du programme Scorpion. Donc tout ceci montre que concrètement les choses avancent. Maintenant, la loi de programmation militaire prévoyait des marches un peu plus hautes à partir de 2023. 3 milliards par an. Donc alors, il va falloir s'y accrocher. Donc c'est bien en avance et en même temps la commission que vous présidez avait dit attention, il y a le coût des opérations extérieures, il y a aussi le coût de la vente des Rafales. Quand la France vend des Rafales à la Grèce par exemple, ce sont des Rafales qui sont en service, donc elle rachète derrière des Rafales récents et ça fait des surcoûts que vous aviez je crois chiffrés à 7 ou 8 milliards. Tout à fait. Donc est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà Alors on a eu effectivement un petit problème au milieu de la loi de programmation militaire il y a 1 an et demi où la loi prévoyait une actualisation devant le Parlement.
Bon, le gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas accepté cette actualisation par le Parlement et nous avons fait un rapport qui a identifié effectivement qu'il manquait 8 ou 9, enfin près de 9 milliards du reste de dépenses. Ça a été contesté par les militaires, enfin non pas par les militaires du reste, mais par le ministère. Mais on n'a pas eu la preuve de nos erreurs jusqu'à présent. Et nous considérons qu'il y a toujours une différence entre les sommes qui ont été prévues et celles qui ont été mises en œuvre. Parce que finalement, la vraie question, c'est de savoir si à terme, les militaires français auront les moyens des missions qu'on leur demande d'accomplir dans un monde particulièrement dur. C'est tout le sujet. Nous avons conscience du fait que les militaires reçoivent de l'autorité politique des missions qui sont très difficiles. Moi, quand je suis au Sahel, je vois des garçons qui partent le matin sans savoir s'ils rentreront le soir. C'est ça la réalité. On les expose. Nous avons, entre les forces de souveraineté et les opérations... Une armée de professionnels. Mais il faut leur donner les moyens. Et les moyens... Justement, une question, Christian Cambon. Vous êtes dans l'opposition, hein, vous êtes membre du Parti républicain. L'opposition responsable. Responsable. Est-ce que vous êtes bien informé? Est-ce que ça marche en France, ça? Est-ce que vous contrôlez, en tant que président de la commission au Sénat des Forces armées, est-ce qu'on vous informe bien? Vous savez, constitutionnellement, le Parlement en France n'est pas, par rapport à nos voisins, l'institution la mieux en prise avec la réalité gouvernementale. Ça veut dire non? Ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Je prends un exemple tout simple. Depuis le 25 février, date de début des hostilités, si j'accepte les auditions que moi-même j'ai programmées, ou les entretiens, ou les coups de fil, ou les rencontres que j'ai pu avoir avec des chefs militaires, je n'ai eu de la part du gouvernement aucune information institutionnelle. Alors, on peut imaginer que parce qu'il y a les élections, le Parlement... Mais le Sénat n'est pas en élection, donc le Sénat peut tout à fait se réunir. Donc moi, je réunis ma commission quasiment toutes les semaines pour donner à mes collègues la possibilité d'exercer ce contrôle. Mais nous n'avons aucun mécanisme qui nous permet de dire, par exemple, voilà les armes qui ont été livrées à l'Ukraine. Donc je lis dans la presse, j'ai appris par la presse, moi, président de la commission de la défense, qu'on a livré des canons César. Je remercie le président de la République de me l'avoir dit. C'est dans Ouest France, au passage. Ah, voilà, c'est un journal très bien informé. Je voudrais revenir à la Cour des comptes, qui s'est félicitée effectivement que la loi de programmation militaire soit respectée. C'est de la bonne gestion. Mais elle dit aussi, attention, il y aura des choix très douloureux à faire en matière de dépenses publiques. Donc, est-ce que nous avons les moyens ? C'est un choix politique. Notre défense. C'est un choix politique. Et malheureusement, nous sortons d'une crise Covid qui a mis en exergue d'autres besoins, notamment sur les hôpitaux. On va avoir une discussion très prochaine, j'imagine, au mois de juillet sur le pouvoir d'achat. Donc, le gouvernement est là pour faire des choix. Et je vais me battre avec l'ensemble de mes collègues pour faire en sorte que les choix de défense ne soient pas passés en seconde priorité, parce que nous apercevons que nous vivons dans un monde excessivement dangereux. À 3 heures de Paris, c'est la guerre, avec des centaines de morts chaque jour, et on ne sait pas du reste, au jour d'aujourd'hui, comment cette affaire se terminera encore. Donc il est absolument nécessaire que notre gouvernement, et sous l'impulsion du président de la République, et sur ce thème, je n'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance, puisqu'il a fait lui-même des déclarations. Il a dit que cette loi serait appliquée et qu'on irait plus loin. Alors le plus loin, il va falloir l'évoquer, peut-être dans une nouvelle loi de programmation militaire, car en l'espace de 5 ans, beaucoup de choses ont changé. Et l'opposition responsable, ce sera aussi d'expliquer aux Français. Il faudra faire de la pédagogie. Il faut que les Français comprennent. Mais c'est bien pour ça que je pense que le Parlement devrait être mieux concerné et plus concerné par ces choix. Parce qu'un jour, l'opinion publique, vous savez, elle est changeante, l'opinion publique. Et du jour au lendemain, souvenez-vous, la guerre du Vietnam dont on parlait tous les jours, les gens en étaient véritablement... ne supportaient plus ce genre d'informations en permanence. Bon, la guerre d'Ukraine qui tous les jours vous montre des images atroces, il peut y avoir une réaction de la population. Donc il faut expliquer pourquoi la France a besoin d'une défense forte au sein de l'Europe et pour nous-mêmes, bien évidemment. C'est Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui est notre invité ce matin. Chonu, qui est dessinateur et collaborateur de Ouest France. C'est la tradition de cette émission. François-Xavier Lefranc le sait bien, a une question à vous poser, Christian Cambon. On écoute, on regarde. Bonjour. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à la reine d'Angleterre pour son jubilé en faisant porter le chapeau aux supporters anglais suite au fiasco de la finale entre le Real de Madrid et Liverpool au Stade de France. En effet, des hordes de voyous ont attaqué et pillé le public
aux abords du stade et on a entendu le tube des 4 de Liverpool, Help. Gérald Darmanin aurait-il attrapé la variole du singe? Bon, en attendant, il y en a un qui jubile, c'est Vladimir Poutine, lui qui aurait dû organiser cette finale à Saint-Pétersbourg. Bon, la question que je pose n'a rien à voir avec le football. Comme Fidel Castro, l'embargo sur le pétrole et le gaz russe ne risque-t-il pas de maintenir au pouvoir Vladimir Poutine aussi longtemps que la reine d'Angleterre? Je ne sais pas si Poutine restera aussi longtemps que la reine d'Angleterre, mais je pense qu'il est là pour longtemps parce que j'observe simplement que sa popularité a augmenté de 20% depuis le conflit. Près de 80%. Hein. Il est à 80%. De popularité en Russie. Le nucléaire, François-Xavier Lefranc. Poutine, il a d'ailleurs tenu des propos un peu inquiétants sur le nucléaire. On parlait beaucoup de la notion de dissuasion nucléaire. Et lui commençait à parler de frappe préventive. Est-ce qu'on n'a pas changé de monde? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un monde extrêmement dangereux quand on entend des dirigeants politiques de ce niveau évoquer la possibilité de frappe préventive? C'est évidemment ce qui caractérise la dernière période. Nous connaissions depuis déjà quelques années le fait que les États-puissances mettaient en avant systématiquement leurs propres intérêts et laissaient plutôt le multilatéralisme de côté. Vous voyez du reste le rôle des Nations Unies, qui est quand même une organisation qui a joué un rôle très important par le passé, et on voit bien qu'ils sont dans l'impossibilité d'apporter des solutions. Alors, le fait de parler véritablement, d'évoquer la menace nucléaire, alors bien sûr, ça peut être un jeu, une sorte de dialectique pour faire en sorte que les opinions publiques fassent mouvement. Mais il faut être très vigilant. Et nous le sommes. Nos forces armées sont en alerte maximale. Ce n'est pas un secret de révéler que 3 sous-marins nucléaires ont été mis en alerte, ce qui est plutôt rare. Généralement, c'est un qui tourne. Donc, vous voyez qu'on est très attentif à ces menaces. Et pour l'instant, on ne peut rien exclure, même si au jour d'aujourd'hui, les experts nous disent que l'utilisation de l'arme nucléaire entraînerait de telles conséquences que Poutine réfléchira quand même à 2 fois. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. La une de Ouest France, elle est consacrée à l'inflation, à l'augmentation notamment du coût du papier. Alors le papier, ça sert à faire des journaux, mais pas que. Et le papier flambe, le coût du papier flambe. Et puis alors, il y a aussi à la une belle analyse de Dominique Moïsi sur le chantage de Poutine, le chantage au blé. Comment répondre au chantage de Poutine? Et selon Dominique Moïsi, ça passe d'abord par l'aide massive à l'Ukraine. Voilà, Ouest France, coproducteur de cette émission et premier quotidien francophone du monde. Merci François-Xavier Lefranc, vous en êtes le rédacteur en chef. Dans un instant, nous passons à la deuxième partie de cette émission. Juste un mot sur le ministre des Armées, puisqu'on l'appelle comme ça, le nouveau, Sébastien Lecornu. Il est de votre ancienne famille politique. Oui. Ça va faciliter les liens avec vous? Vous le connaissez bien? Je le connais bien. Je le connais bien. Du reste, s'il n'avait pas été renouvelé au gouvernement, il serait redevenu sénateur, membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Le flux d'informations vers vous sera meilleur. Voilà, j'ose croire que les rapports seront les meilleurs. Et je forme le même vœu pour Madame Colonna, avec laquelle je n'ai pas eu de contact jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas eu de contact avec elle? Elle n'a pas pris contact avec vous. Comme elle est partie à Kiev, je Alors profitez-en pour lui passer un message. Voilà, Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères, n'a pas pris contact avec le président de la commission de la Défense. Pas plus que mon collègue de l'Assemblée nationale qui me l'a confirmé hier. Mais elle partait à Kiev, qui était une priorité que lui avait donnée le président de la République. Donc voilà. Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Notre invité dans un instant, Armel Le Goff, de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armel Le Goff, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur cette crise au Quai d'Orsay, évidemment, une des principales informations de cette matinée. Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, a une question à vous poser depuis Nice. Christian Cambon, on l'écoute. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Catherine Colonna vient de succéder à Jean-Yves Le Drian au ministère des Affaires étrangères. Vous connaissez bien celle qui a été ministre de Jacques Chirac avant d'être plus récemment ambassadrice de France en Grande-Bretagne. Catherine Colonna au Quai d'Orsay, est-ce que c'est un bon choix ? C'est le choix du président de la République. C'est une grande professionnelle. Elle a exercé de nombreuses responsabilités, pas simplement à Londres. Elle a été à Rome précédemment. Elle était secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bon, je pense que c'est un signal d'apaisement qui était adressé aux diplomates à la veille de la grève. Manifestement, le signal ne suffit peut-être pas. Mais a priori, je n'ai aucune raison de mettre en doute les compétences et la volonté de Catherine Colonna, non seulement de conduire la politique des affaires étrangères sous l'autorité du président de la République, mais d'avoir avec le Parlement la relation
que nous avions avec Jean-Yves Le Drian, avec lequel nous avons fort bien travaillé. Donc on lui a passé le message ce matin pour qu'elle vous contacte quand même. La une de Nice Matin rapidement, puisque vous êtes en duplex de Nice, Denis Caro, on la voit dans un instant. Voilà, c'est encore un féminicide, une mère de famille de 34 ans qui a été tuée hier à Nice. C'est son fils qui a prévenu la police. C'est la une de Nice Matin. Voilà, Armelle Le Goff, on reparle de cette grève des diplomates unique, inédite au Quai d'Orsay. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du Quai. Oui, effectivement, c'est la deuxième fois. Et on parlait du profil de Catherine Colonna. Ce choix d'une diplomate nommée au ministère des Affaires étrangères, est-ce que tout de même, c'est pas un signal qui a été envoyé au corps diplomatique ? Écoutez, c'est un signal et je veux le prendre comme tel. Pour l'instant, la ministre n'a fait aucune déclaration à ma connaissance. Lors de sa prise de fonction, son message a été assez bref. Donc on l'attend aux actes. Et moi, j'ai bien l'intention, évidemment, de lui dire, lorsque j'aurai ce contact, que la réforme est vraiment inopportune, singulièrement dans le temps que nous connaissons. Nous sommes en situation de conflit au niveau de l'Ukraine, où la diplomatie française doit être particulièrement armée et vigilante. Notre situation est un peu bousculée en Afrique, on le sait. Il y a des campagnes anti-françaises. Nous avons absolument besoin de rassurer nos diplomates. Encore une fois, moi je fais confiance a priori à Mme Colonna. Elle n'a que quelques jours de présence. À elle de bien comprendre la signification que peut avoir cette grève, car si véritablement le personnel diplomatique, le corps diplomatique vit avec difficulté l'imposition de force de cette réforme, je crois que c'est un handicap pour elle et je pense qu'elle va certainement réfléchir pour peut-être atténuer ou ouvrir la discussion. Les syndicats ont demandé des assises de la diplomatie. Je pense qu'il faut aller jusque-là, car en plus, cette réforme succède à des compressions de personnel, des diminutions de crédits que nous avons sans cesse dénoncées. Et donc, je crois qu'il faut... dans les consulats généraux, dit-on. Dans les consulats généraux, et même dans les ambassades. On supprime, chaque année, on demande à des ambassadeurs de supprimer ce qu'on appelle des ETP, des équivalents de temps plein, c'est-à-dire des emplois. Bon, et on leur demande toujours d'assurer les mêmes missions. Mais on le voit aussi dans les instituts français, on le voit à la EFE, l'organisation de l'enseignement du français à l'étranger, qui est un élément très important de rayonnement. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la diplomatie française, qui a toujours été identifiée comme une des meilleures du monde. Est-ce que c'est toujours le cas ? Parce que tout de même, Jean-Yves Le Drian, au moment de la passation de pouvoir avec Catherine Colonna, est revenu sur cette affaire des sous-marins australiens. Là, par exemple, c'est une faillite quand même de la diplomatie française, puisque d'autres corps diplomatiques savaient déjà que les Australiens allaient se retourner sur ce contrat. De la même façon, en Ukraine, on a vu que les services américains ou les services anglais étaient bien plus informés et bien mieux informés que le Quai d'Orsay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la politique de renseignement en France n'est pas managée uniquement par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le volet diplomatique. Il y a aussi le volet renseignement. Il y a le renseignement des armées. Mais comme vous contrôlez le renseignement dans votre commission, vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas. On essaye de savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des choses que je ne peux malheureusement pas dire puisque je siège à la délégation parlementaire. Mais alors, le contexte plus global ? Bon, je pense que... C'est une compétition entre les services, comme on l'a souvent décrit ? Il faudrait regarder cas par cas les choses. Je pense qu'en ce qui concerne l'AUKUS, parce qu'après il y a eu le coup d'État au Mali qui n'avait pas non plus été totalement identifié, bon, je pense que là, il y a eu peut-être parfois un petit peu ce sentiment français que on avait cette coopération avec les Australiens et que personne n'allait la remettre en cause. Il y avait des signes très sérieux. Il y avait ce monsieur Morrison qui entre-temps a été battu pour la plus grande satisfaction de monsieur Le Drian et qui avait envoyé quand même des signaux assez négatifs. C'est le Premier ministre australien. Le Premier ministre qui vient d'être battu aux élections. Bon, voilà. Mais je pense que du reste, en l'occurrence, les Australiens font un très mauvais calcul, car en fait, ils ne vont avoir que des sous-marins américains dont ils ne sont même pas capables d'assurer l'entretien, puisqu'ils ne connaissent du nucléaire en Australie que ce qui convient de faire pour les radios pulmonaires. Donc je ne pense pas qu'ils vont pouvoir agir dans ce sens. Donc ils auront peut-être quelques marins australiens qui seront engagés sur les sous-marins américains, mais jamais l'Amérique ne transférera des technologies aussi sensibles que ça. Ils l'ont fait une fois aux Anglais en 1958, et depuis c'est terminé. Donc voilà, mauvais calcul. Mais je pense qu'on aurait sans doute être peut-être plus attentif.
Moi, je ne jette la pierre à personne. Nous avons eu un compte-rendu assez précis de nos services, la DGSE notamment, qui nous a dit, on a cru jusqu'au bout, dur comme fer, que la situation l'intensité de la coopération franco-australienne et ce que les Australiens pouvaient en tirer était supérieur à ce volte-face. Ce sont de mauvais alliés, les Américains ? Ce sont des alliés, ce sont des amis et ce sont des alliés. Il y a une différence. Qui défendent leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts, toujours. Et la diplomatie française les défend suffisamment ? La diplomatie française doit les défendre, mais pour ça, il faut qu'on lui donne les moyens. Emmanuel Macron, concernant le Quai d'Orsay, avait parlé d'État profond. Et ça explique en partie sa volonté de réforme de ce corps diplomatique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est pas nécessaire quand même de revenir sur le fonctionnement de ce corps qui est quand même très fermé, qui a ses propres modes, dit-on. Oui. Alors, les fonctionnaires du Quai d'Orsay se cooptent entre eux, s'arrangent dans des situations de changement, d'ambassadeurs, de consuls généraux. Est-ce que c'est vrai ? Oui, on va éclairer ce sujet des nominations à travers notre rapport. Mais moi, je veux revenir sur la nécessité d'avoir un corps de gens très compétents. Il y a la pratique des langues qui crée tout de suite des liens. Évidemment, quand vous êtes dans un pays étranger, si vous en parlez la langue, c'est tout à fait facile. Vous avez la capacité de négocier. C'est très important. Regardez ce que nos diplomates français ont fait au moment du Covid. Ils ont rapatrié avec des moyens extraordinaires 180 000 de nos Français à l'étranger. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Ils négocient actuellement face aux Iraniens à Vienne. Mais ça, une capacité de négociation, un administrateur français peut avoir cette capacité-là à le faire. Si vous ne connaissez pas ce métier, si vous n'en avez pas l'expérience, est-ce que vous croyez que le sous-préfet de Vendôme peut demain être nommé ambassadeur à Oulan-Bator ? Et réciproquement, du reste, est-ce que l'ambassadeur de France à Oulan-Bator peut devenir sous-préfet de Vendôme ? Moi, je ne crois pas à ce scénario. Je crois que c'est un scénario totalement théorique. Voilà, la une de 20 minutes, Armelle Le Goff. Oui, on revient sur l'Ukraine après plusieurs mois de conflit et la difficulté du coup des populations civiles qui se retrouvent à bout de guerre, souffle. C'est le titre de la une. Armelle Le Goff qui dirige la rédaction de 20 minutes. Tout de suite, Christian Cambon, qui est notre invité, le président de la Commission des Affaires étrangères, des Forces armées et de la Défense du Sénat, est avec nous en direct. Notre partenaire du groupe Centre-France La Montagne cette semaine, c'est Pauline Marex, qui est journaliste à La Montagne, justement, depuis Clermont-Ferrand, a une question à vous poser, toujours sur l'Ukraine. On regarde ça. Bonjour Christian Cambon. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a fait une visite très remarquée à Kiev lundi. Avant elle, ce sont Boris Johnson, Anthony Blinken, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen qui ont fait le déplacement. Mais il y en a un qui manque à l'appel, c'est Emmanuel Macron, qui est pourtant pressé de toutes parts. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien lui-même, l'a invité à constater ce qu'il qualifie de génocide. Emmanuel Macron a-t-il raison de ne pas se montrer en Ukraine ? Oui, non. Je pense qu'il faut qu'il y aille. En tant que président du Conseil européen, je crois que c'est sa tâche. Je crois savoir que c'est programmé. Je ne sais pas quand et sous quelle forme. Je pense que de toute façon, il faut véritablement qu'il y aille. C'est absolument nécessaire. Et le président du Sénat va y aller et je l'accompagnerai sûrement. Vous parlez avec Emmanuel Macron, avec le président de la République, vous ? Je lui parle dans des moments particuliers que sont les voyages des visites d'État. Car nous avons pas d'entretien en tête-à-tête ? Non, pas véritablement. Mais ça, vous savez, c'est une conception du Parlement. Mais moi, j'ai des rapports... Dans la Ve République, c'était la même chose ? Oui, oui. Oui, je pense. Enfin, je n'ai pas d'expérience des temps passés, mais en tous les cas, moi, je suis toujours à la disposition de lui-même, de ses collaborateurs, parce que même si on est dans l'opposition, on est dans une position véritablement très raisonnable, et je crois l'avoir appuyé, y compris ma commission, du reste, dans tous les grands dossiers, car il faut que la France ne parle que d'une seule voix sur ces grands sujets. Merci beaucoup. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Demet, vous êtes journaliste à la rédaction de TV5 Monde. On va traiter de sujets internationaux dans un instant avec notre invité Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, qui est avec nous. Tout de suite, on va se rendre à Fort-de-France, aux Antilles. Cyril Boutier, le directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, a une question à vous poser. Il est depuis Fort-de-France, on l'écoute. Bonjour Christian Cambon.
Vous présidez la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. À ce titre, comment voyez-vous les Outre-mer français prendre une place sur la nouvelle carte géopolitique qui se dessine à la vue du conflit actuel en Ukraine ? Les Outre-mer ont une importance tout à fait particulière parce que non seulement ce sont des lieux de présence française, présence culturelle, présence économique, présence militaire bien évidemment. Aux Antilles, nous avons un rôle tout à fait particulier et prégnant. Nous avons des forces de souveraineté qui assurent non seulement la sécurité du territoire, mais aussi cette présence française. La lutte contre tous les trafics, et Dieu sait si en provenance d'Amérique latine, un certain nombre de nos îles des Antilles peuvent être touchées. Mais je pourrais en dire tout autant de la Nouvelle-Calédonie et de la Réunion, avec, je le rappelle, la plus grande zone économique exclusive, ce qui fait de nous un partenaire sur les 5 continents grâce à cette présence. Et donc, il faut que la France renforce ses moyens, notamment ses moyens de défense, ses moyens militaires sur les territoires et départements d'outre-mer. Demet Korkmaz, TV5 Monde. On va rester alors dans cette zone géographique. Vous avez fait une visite il y a quelques mois à Taïwan. Vous avez rencontré... Pas moi. Il y avait une rencontre sénatoriale qui s'est déroulée. Qu'est-ce que vous pensez de cette Chine qui est un peu en embuscade durant cette guerre en Ukraine et qui regarde très attentivement le déroulé diplomatique? Alors j'ai des nouvelles fraîches parce que hier j'ai passé plus de 2 heures avec l'envoyé spécial du président Xi Jinping qui est venu me rendre visite au Sénat et je l'ai accueilli au nom du président Larcher. Et donc j'ai évidemment interrogé ce haut personnage sur l'attitude de la Chine, notamment par rapport à la Russie et à l'Ukraine. Donc j'ai eu droit à un langage particulièrement bien cadré sur le fait que la Chine se prononçait pour l'intégrité et la souveraineté des territoires, pour le respect de la Charte des Nations Unies, enfin tous ces langages que l'on connaît bien. Et donc ce que moi j'ai demandé à cet envoyé, eh bien, c'est que la Chine joue tout son rôle, notamment vis-à-vis de M. Poutine, pour faire arrêter ce conflit effroyable, qu'elle joue son rôle, elle est membre du Conseil de sécurité, et je pense effectivement qu'il y a parfois une différence entre les paroles et les actes, parce qu'on voit bien que la Chine n'est pas parfaitement hostile à la politique de M. Poutine dans la région. Est-ce que vous pensez que les Taïwanais ont raison de craindre de devenir l'Ukraine de la Chine? Est-ce que c'est un scénario qui vous fait peur? Je pense que ce qui vient de se passer à la faveur, si j'ose dire, du drame ukrainien renseigne les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, comme les Russes, pensaient que l'Occident, à la suite de l'affaire syrienne et de bien d'autres, laisserait une fois de plus passer et qu'on pouvait avancer. Vous savez, ce sont des pays pour lesquels la force est une règle importante. Donc peut-être pensait-on, je dis peut-être, pensait-on que si on a vu ce qui s'est passé sur Hong Kong, bon, il y a eu des protestations, puis finalement Hong Kong a disparu de l'actualité et Hong Kong maintenant est quand même fortement contrôlé par la Chine. Je pense que le fait que l'Europe soit peut-être plus forte et plus unie au lendemain de l'affaire ukrainienne peut avoir une incidence sur la Chine, parce que la Chine, n'oublie pas que l'Europe, c'est un marché de 500 millions de consommateurs. Alors, on parle d'une Europe forte, unie pas complètement, puisqu'il y a eu un accord trouvé sur l'embargo sur le pétrole. Un accord qui a été trouvé au prix d'un compromis sur le pétrole acheminé vers la Hongrie, oui, la Moldavie et la République tchèque. Est-ce que c'est un premier pas vers cette Europe à la carte où effectivement tout le monde ne serait pas aligné sur la même politique ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre aussi la situation géographique des pays que vous venez d'évoquer, notamment la Hongrie. Ils n'ont aucun accès à la mer. Donc, si vous voulez, il faut bien qu'ils trouvent une source d'énergie. Donc, je pense que le rôle de l'Europe, c'est d'aider ces pays à prendre de la distance, à se séparer de ces approvisionnements russes. Et ça peut prendre un tout petit peu de temps. C'est quand même pas une affaire qui va se régler sur un claquement de doigts. Je pense que c'est un bon... Orban, opposait un veto si cette exception n'avait pas été faite vis-à-vis de son... On connaît bien le comportement de Viktor Orban qui, pour défendre les intérêts de la Hongrie, pose parfois des actes assez autoritaires. Mais la revendication de ces pays... elle est légitime pour vous. Elle est légitime au sens où il faut les aider à s'approvisionner de manière autonome en dehors des circuits russes. Est-ce que du coup, vous êtes favorable à la fin de la règle de l'unanimité, ce qui pourrait régler aussi ces...
Ces problèmes de... Je pense qu'à terme, si l'Europe s'élargit à tous ces pays d'Europe centrale, des Balkans, qui sont à la porte et qui frappent, moi je reçois régulièrement les ministres des Affaires étrangères de ces pays qui viennent nous dire, je pense au Monténégro, je pense à la Macédoine du Nord, etc. Quand allons-nous être reconnus comme partie intégrante de l'Europe? Je pense qu'à ce moment-là, la règle de l'unanimité restera intenable. Au président de la République de prendre les initiatives au sein du Conseil des chefs d'État, des réformes nécessaires, mais elles sont inéluctables à mon sens dans les années qui viennent. Alors dans l'actualité, Christian Cambon, les incidents au Stade de France, bien sûr, où des supporters anglais et espagnols aussi, la presse espagnole est très sévère depuis hier, donc ont été malmenés. Audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier, chez vous, au Sénat, à 17h. Est-ce qu'il y a un impact diplomatique fort? Est-ce que vous craignez que l'image de la France soit très affectée? Je rappelle qu'on est à 2 ans des JO et que l'été prochain, fin d'été prochain, c'est la Coupe du Monde de rugby. C'est la dimension qui m'interpelle un peu, puisque je suis en charge des relations internationales du Sénat sous l'autorité du président. C'est l'image que cela donne. Je voyais moi aussi ce matin des réactions très dures de la part de la presse anglaise et espagnole. Et espagnole. Bon, alors il y a eu des explications, j'allais dire un peu embarrassées de la part de Gérald Darmanin. Bon, les renseignements que nous avons, moi je ne suis pas totalement expert sur cette affaire, mais les renseignements que nous avons montrent qu'il y a eu effectivement peut-être un affolement au sein des forces de l'ordre qui ont vu cette masse de gens arriver. Je ne rentre pas dans la polémique de savoir si c'était des faux vrais billets ou des vrais faux billets, mais je pense qu'il y a eu en tous les cas pas mal aussi de voyous qui ont profité. Vous savez, on est très habitués, souvenez-vous des manifestations du 1er mai, etc. Il y a des groupes qui sont très organisés pour mettre le bazar. C'est très inquiétant effectivement pour l'image de la France avec la Coupe de rugby et des Jeux Olympiques. Et des Jeux Olympiques, parce que quand même la France, c'est une date qui approche, et je pense que cet événement aura de bon qu'il va faire réfléchir en profondeur la manière d'organiser la sécurité des joueurs, la sécurité des spectateurs dans une manifestation qui risque d'accueillir plusieurs millions de gens. Votre avis sur Gérald Darmanin, un de vos anciens collègues, il était, je rappelle, membre des Républicains. Écoutez, il n'a pas la fonction la plus facile. Moi, je lui reconnais le mérite de se battre pour le maintien de l'ordre. Il peut commettre où il peut laisser commettre des erreurs, c'est tout à fait possible, à lui d'en tirer les conséquences. Mais moi, je l'ai vu notamment sur la sécurité dans mon département du Val-de-Marne. Je l'ai vu annoncer des rénovations de commissariats, des renforcements. Donc, j'ai plutôt un a priori positif, mais c'est évidemment dans les actes qu'il faut le voir. Et on voit bien qu'en France, il y a quand même un problème d'insécurité qui touche encore toutes sortes de départements, les milieux urbains, les milieux ruraux. Et donc, il faut accélérer ces efforts. Un mot sur le Parti républicain, puisqu'on en parle. Les Républicains, au Sénat, c'est le dernier bastion des Républicains. Je rappelle le score de Valérie Pécresse, 4,7% aux élections présidentielles. Comment vous voyez l'avenir de ce parti? Vous en êtes membre. Est-ce que vous vous inquiétez? Cette formation politique est-elle en totale déroute? Christian Cambon. Écoutez, je suis bien évidemment assez triste du résultat que l'on a fait et je pense que le temps des explications n'est pas encore venu pour une raison bien simple. C'est qu'actuellement, à l'heure où on parle, moi j'ai tout un tas d'amis qui sont en course pour les élections législatives. Je pense qu'il va y avoir des surprises, des bonnes surprises, car chez les députés républicains, c'est le cas dans mon département, eh bien, il y a un enracinement qui risque de faire la différence. Vous pensez que Michel Herbillon va repasser sera député? Non seulement je le pense, mais je le souhaite et je fais tout pour. Parce que il est confronté à Madame Wargon. C'est le député. Voilà, et Madame Wargon est totalement parachutée. Du reste, d'abord, elle a été sortie du gouvernement. Deuxièmement, elle ne vote même pas dans la circonscription pour laquelle elle prétend être élue. Et c'est le cas aussi de l'ancienne ministre des Sports, chez mon ami Jean Brun à La Île-et-Rose. Donc moi, je trouve que mais globalement, on sait qu'il y a une implantation locale, pas mauvaise des Républicains. On l'a vu aux élections municipales. Mais est-ce que ça va suffire à une dynamique? Non. Vous n'avez plus de chef. Vous avez Nicolas Sarkozy qui a clairement pas pris position, pour Valérie Pécresse. C'est quand même un énorme problème. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Nicolas Sarkozy, vous? Je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas parce que je pense que le président Sarkozy aurait pu, même de manière laconique, mais apporter son soutien, ce qui lui aurait du reste rendu au lendemain de la défaite, peut-être un rôle plus conséquent que celui qu'il peut avoir. Mais qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Je n'en sais rien, il faut lui demander, mais je sens en revanche le vrai désarroi des militants qui est assez compréhensible. Qui sera votre leader? Pour l'instant... On vous voit gêné à répondre. Est-ce que c'est pas un problème pour un grand parti qui soit un parti de gouvernement? Bien sûr, parce que dans chaque parti, il faut une incarnation. Et on voit bien les partis qui n'ont plus de chef. On voit du reste dans la campagne. Bon, les macronistes ont Macron.
y a Madame Le Pen, enfin, il y a des images qui s'affichent. Et puis chez nous, c'est un petit peu plus court. Et nous, on est plutôt sur l'enracinement local. Mais je pense que au plus profond des difficultés que nous connaissons, d'autres visages vont sortir. Je pense qu'il est très important de conserver au Parlement une opposition de la droite et du centre républicaine, car la famille politique, les idées politiques demeurent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent: on a voté pour M. Macron parce que c'était utile, on a voté pour M. Zemmour parce que tout un tas d'arguments, votre candidate ne nous plaisait pas, etc. Mais je pense que cette famille peut revenir à l'origine, et on va le retrouver dans les résultats des législatives, j'en suis persuadé. Vous voulez peser là-dessus? Vous vous sentez un baron des Républicains? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai exercé les responsabilités, j'étais président de la formation dans le département. Non, moi, je me concentre sur la défense, les affaires étrangères. Croyez-moi, ça suffit. Je travaille 12 heures par jour et parfois même le samedi et le dimanche, et ça suffit largement à occuper ma vie. Christian Cambon, merci d'avoir été notre invité en direct ce matin dans Face au territoire. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat et sénateur du Val-de-Marne. Merci infiniment. Merci à Thierry Barbedette qui coproduit cette émission, à Vanessa Chahen et à Irina qui ont assuré la coordination, à Pascal Quentin à la production, à Nicolas Renard qui dirige la production de cette chaîne et à Véronique Rosenzweig qui l'a réalisée. Au revoir à tous, à jeudi prochain pour Face au territoire. Merci.